Va où tu veux. Si jamais tu me quittes, tu reviendras en rampant pour demander pardon. » Armand prononça ces mots avec un sourire. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du désespoir, c'était une certitude absolue. La certitude d'un homme qui n'avait jamais douté de son pouvoir sur moi. À cet instant, en regardant le visage de l'homme avec qui j'avais partagé 23 ans de ma vie, je sentis quelque chose mourir en moi. Ce n'était pas l'amour, car celui-ci était mort depuis longtemps. C'était la peur. La peur qui me maintenait prisonnière venait enfin de se briser, et à sa place naquit un calme effrayant. Je respirai simplement profondément, pris mon sac et dis « Nous verrons ». Mon nom est Maëlys Courtois. À 48 ans, j'ai laissé derrière moi toute une vie à Saint-Flour, au cœur du Cantal, pour recommencer à zéro. Sans argent hormis mes modestes économies. Sans contacts influents. Sans le nom de famille puissant de mon mari pour m'ouvrir des portes. Seulement moi, ma dignité retrouvée et une détermination silencieuse qu'Armand n'avait jamais imaginé que je possédais. 5 ans plus tard, quand il entra dans cette salle de réunion à la recherche d'un emploi, sans savoir qui était la propriétaire de l'entreprise, le monde avait enfin bouclé la boucle. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois revenir au début. Au jour où j'ai réalisé que j'étais devenu invisible dans ma propre maison. Tout commença un matin d'hiver à Saint-Flour, quand la neige recouvrait les rues étroites de la vieille ville et que le froid coupait le visage de quiconque s'aventurait dehors. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, comme je le faisais chaque matin depuis plus de 2 décennies. Armand descendit les escaliers avec cette posture impeccable qu'il maintenait toujours, costume sombre parfaitement ajusté, cheveux grisonnants peignés en arrière, l'odeur de son parfum coûteux emplissant l'espace. Il ne regarda même pas dans ma direction. Il prit la tasse de café que je venais de préparer, vérifia son téléphone portable et mentionna, presque comme quelqu'un qui parle tout seul, qu'il aurait un dîner important ce soir-là avec des clients. Il ne demanda pas si je voulais venir. Il ne mentionna pas où ce serait. Il informa simplement, comme quelqu'un qui communique un fait sans importance à quelqu'un qui ne compte pas. Je restais là, debout, tenant la cafetière, observant cet homme à qui j'avais promis un jour de rester jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand avait-il cessé de me voir? Quand étais-je devenu simplement une partie du mobilier de cette maison? Je pouvais à peine me rappeler la dernière fois que nous avions eu une vraie conversation, qu'il avait demandé mon opinion sur quoi que ce soit, qu'il avait montré un intérêt sincère pour qui j'étais au-delà de l'épouse pratique, qui maintenait sa maison en ordre et souriait lors des événements sociaux quand c'était nécessaire. Armand était directeur d'une entreprise de conseil respectée dans la région, homme admiré, invité aux meilleures fêtes, membre du club le plus exclusif de Saint-Flour. Aux yeux de tous, nous étions le couple parfait. La réalité entre ces 4 murs était complètement différente. Les infidélités commencèrent quelques années après le mariage. Au début, il les cachait. Ensuite, il cessa simplement de s'en soucier. Je découvris la première quand je trouvai un message sur son téléphone portable, laissé négligemment sur la table du salon. Je le confrontai. Il rit. Il rit littéralement à mon visage et dit que j'étais dramatique, que les hommes comme lui avaient certains besoins que les femmes comme moi ne pouvaient pas comprendre. Il ne présenta pas d'excuses. Il ne nia pas. Il me fit simplement me sentir ridicule d'avoir espéré la fidélité. Avec le temps, les maîtresses devinrent partie de la routine. Il ne les cachait plus. Il rentrait tard, avec le parfum d'une autre femme imprégnée sur ses vêtements. Il recevait des appels et sortait de la pièce sans explication. Une fois, je croisai l'une d'elles au supermarché de la ville. Elle me reconnut et sourit. Un sourire de victoire, de supériorité. Armand lui avait parlé de moi. Il avait probablement ri de l'épouse pathétique qui acceptait tout en silence. Et j'acceptais. Mon Dieu, comme j'acceptais. Pourquoi? Par peur. Peur de rester seule. Peur de recommencer. Peur d'admettre que j'avais gaspillé 23 ans de ma vie avec un homme qui ne m'avait jamais vraiment aimé. À Saint-Flour, petite ville où tout le monde se connaît, j'étais Madame Delvaux. J'avais un statut, une place dans la société. Si je partais, que serais-je? Simplement Maëlys Courtois, une femme d'âge moyen sans profession, sans argent propre, sans avenir. Alors, j'avalais l'humiliation.
Je fis semblant de ne pas voir. Je souris quand c'était nécessaire. Je portais le masque de l'épouse satisfaite et laissais ma véritable identité mourir un peu plus chaque jour. Peut-être que vous qui m'écoutez maintenant connaissez cette sensation. Peut-être que vous aussi, vous êtes déjà senti invisible dans votre propre vie. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Cette histoire est pour vous. Et si vous le pouvez, laissez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Car savoir que mes mots atteignent des femmes qui comprennent cette douleur me donne la force de continuer à raconter. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, car ce qui vient ensuite va montrer que toujours, il existe une issue, même quand tout semble perdu. Mais revenons à ce matin-là. Après qu'Armand soit parti au travail sans même me dire au revoir, je m'assis à la table de la cuisine et regardais autour de moi. La maison était grande, bien décorée, pleine d'objets coûteux qu'il choisissait sans jamais demander mon opinion. Rien là n'était vraiment à moi, ni la maison, ni la vie, ni le nom que je portais. Tout appartenait à Armand Delvaux, et je n'étais qu'une extension de son empire, une pièce fonctionnelle, remplaçable. À ce moment-là, quelque chose commença à bouger en moi. Une inquiétude petite, mais persistante. Une voix qui chuchotait que je méritais plus que cela. Plus qu'être traité comme rien. Plus que vivre dans l'ombre d'un homme qui me méprisait. Les jours suivants furent identiques. Armand continuait sa routine. Je continuais la mienne. Il me parlait à peine. Quand il parlait, c'était pour donner des ordres ou faire des commentaires acides sur le fait que j'avais grossi, sur le fait que mes vêtements étaient démodés, sur le fait que je devais faire plus d'efforts pour paraître présentable quand nous sortions ensemble. Chaque mot était une petite lame qui coupait mon estime de moi. Et je laissais faire. Je baissais la tête et je laissais faire. Jusqu'à ce qu'arrive ce jour-là. Le jour qui changea tout. C'était un après-midi gris de mars. Armand rentra à la maison plus tôt, ce qui était déjà inhabituel. Il entra dans le salon où je lisais un livre, s'assit dans le fauteuil en face et m'observa pendant un long moment. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'ennui. Un ennui profond, comme si ma simple existence l'ennuyait mortellement. Puis il dit, avec cette voix calme et contrôlée qu'il utilisait toujours, qu'il pensait demander le divorce. Pas parce qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, pas parce qu'il me détestait, simplement parce que je n'apportais plus rien à sa vie. Je restais figé. 23 ans de mariage réduit à une décision d'entreprise. Il parlait comme s'il congédiait une employée improductive. Quelque chose en moi se brisa. Pas de tristesse, de colère. Une colère qui grandissait depuis des années, alimentée par chaque humiliation, chaque mépris, chaque moment où j'avais été traité comme si je n'avais aucune valeur. Je me levai et dis que peut-être le divorce était effectivement la meilleure option. Armand rit. Ce rire arrogant que je connaissais si bien. Il se leva, s'approcha de moi et, avec un sourire de supériorité affiché sur son visage, prononça les mots qui resteraient gravés à jamais dans ma mémoire. « Va où tu veux, Maëlys. Si jamais tu me quittes, tu reviendras en rampant pour demander pardon. Tu n'es rien sans moi. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de profession, tu n'as pas d'amis. Qui crois-tu qui va te vouloir? Une femme de ton âge, sans rien à offrir. Tu as besoin de moi, et tu le sais. » Chaque mot fut calculé pour me détruire, pour me faire sentir petite, inutile, dépendante. Et pendant une seconde, ça faillit fonctionner. Je faillis croire qu'il avait raison. Mais alors, je regardai dans ses yeux et vis ce qu'il y avait vraiment là. Un mépris absolu. Pour Armand, je n'étais qu'un poids mort qu'il portait par convenance sociale. Et à cet instant, quelque chose en moi se réveilla enfin. Une force que je ne savais pas posséder. Une certitude inébranlable que je méritais plus. Beaucoup plus. Je respirai profondément. Je sentis les larmes vouloir venir. Mais je les retins. Je n'allais pas pleurer devant lui. Je n'allais pas lui donner ce plaisir. Je pris mon sac, mis mon manteau et dis seulement 2 mots. Nous verrons. Armand rit à nouveau, convaincu que ce n'était qu'un énième drame féminin qui passerait en quelques jours. Il ne savait pas qu'il me regardait pour la dernière fois comme son épouse. Que dans 72 heures, j'aurais quitté Saint-Flour pour toujours.
que dans 5 ans, il serait de l'autre côté d'une table d'entretien, suppliant pour un emploi dans l'entreprise que j'avais construite de zéro. Je quittais cette maison cet après-midi-là. Je n'emportais pas grand-chose, seulement l'essentiel. Des vêtements, des documents, quelques économies que j'avais secrètement mises de côté au fil des ans dans un compte qu'Armand ignorait. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était le mien. J'allais dans un petit hôtel à la périphérie de la ville, fermais la porte de la chambre et pour la première fois en décennies, je pleurais. Je pleurais pour toutes les années perdues, pour toutes les humiliations avalées, pour avoir permis à un homme de me faire croire que je n'avais aucune valeur. Je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et quand je terminais, je regardais dans le miroir et fis une promesse à moi-même. Plus jamais je ne serais invisible. Plus jamais je ne permettrai à quelqu'un de me traiter comme rien. Plus jamais je ne vivrai dans l'ombre de personne. Dans les jours suivants, je commençais à planifier ma sortie de Saint-Flour. J'avais besoin d'un endroit pour recommencer. Un endroit où personne ne me connaîtrait comme Madame Delvaux. Où je pourrais être simplement Maëlys Courtois. Je recherchais des villes, des opportunités, des possibilités. Armand tenta de me contacter quelquefois, mais pas pour présenter des excuses ou essayer de me reconquérir. Seulement pour dire que j'étais irrationnelle, que je devais rentrer à la maison et arrêter ce théâtre. Il ne croyait toujours pas que j'étais vraiment partie. Il ne pouvait pas concevoir que l'épouse soumise qu'il avait maltraitée pendant des années avait finalement trouvé le courage de partir. Une semaine plus tard, je pris mes affaires et quittai Saint-Flour. Je n'avertis personne. Je ne fis pas mes adieux. Je partis simplement. Je choisis une ville moyenne dans le sud-est de la France, assez loin pour que personne ne me connaisse, assez grande pour offrir des opportunités. Je louai un petit appartement, modeste mais propre, et pour la première fois en 23 ans, je dormis en paix. Il n'y avait pas de tension dans l'air. Il n'y avait pas de peur de dire ou de faire quelque chose de mal. Il n'y avait pas le poids constant de l'humiliation. C'était juste moi, ma liberté et un avenir complètement incertain devant moi. Trouver du travail fut plus difficile que je l'avais imaginé. Je n'avais pas d'expérience professionnelle récente. Je n'avais pas de référence. Je n'avais pas de CV pertinent. À 48 ans, le marché n'est pas exactement réceptif. Mais je ne pouvais pas abandonner. J'acceptais des travaux qu'Armand aurait considérés comme humiliants. Je fus vendeuse dans un magasin de vêtements. Je travaillais comme assistante administrative dans un petit bureau. Je fis tout ce qui était nécessaire pour survivre. Et savez-vous ce que je découvris? Que travailler, gagner mon propre argent, ne dépendre que de moi-même, était libérateur. Chaque euro que je gagnais était le mien, conquis par mon effort. Ce n'était pas une aumône d'Armand, c'était le mien. Les mois passèrent. Et pendant que je me reconstruisais lentement, quelque chose commença à se produire. Je commençais à percevoir des opportunités. Je commençais à utiliser mon intelligence, qui était restée endormie pendant tant d'années, pour observer le marché, comprendre les besoins, identifier les niches. En travaillant dans ce magasin de vêtements, je remarquais que beaucoup de femmes de mon âge avaient du mal à trouver des vêtements élégants et confortables qui les faisaient se sentir belles, sans donner l'impression qu'elles essayaient de paraître plus jeunes. Il y avait une demande, et personne n'y répondait adéquatement. C'est là que j'eus l'idée. Et si je créais quelque chose spécifiquement destiné aux femmes matures, des femmes qui, comme moi, voulaient se sentir bien dans leur peau, mais ne trouvaient pas d'option sur le marché? Je commençais petit, très petit. J'utilisais mes économies pour acheter quelques pièces auprès de fournisseurs, je montais une petite boutique en ligne, je commençais à vendre sur les réseaux sociaux. Au début, ce fut difficile. Les profits étaient minimes. Mais j'avais quelque chose qu'Armand n'avait jamais eu. Une empathie sincère pour mon public. Je connaissais ces femmes parce que j'étais l'une d'elles. Je connaissais leurs insécurités, leurs désirs, leurs frustrations. L'affaire commença à croître. Lentement, mais de manière constante. Je réinvestis chaque centime de profit. J'améliorais le site, j'élargis le stock, j'embauchais de l'aide, et je continuais à écouter mes clientes, à comprendre ce dont elles avaient vraiment besoin. Ce n'était pas seulement des vêtements. C'était de la confiance. C'était la sensation qu'elles étaient encore pertinentes, belles, dignes d'attention. Je leur offris cela, et elles répondirent
Mais ce qui vient ensuite est encore plus incroyable. Comment cette petite idée se transforma en une entreprise respectée. Comment Armand, qui m'avait humilié et méprisé, perdit tout. Et comment, 5 ans plus tard, le destin nous mit face à nouveau, mais cette fois avec les rôles complètement inversés. 3 ans après avoir quitté Saint-Flour, mon entreprise avait trouvé son rythme. Ce qui avait commencé comme une petite boutique en ligne était devenu une marque reconnue, spécialisée dans la mode pour femmes matures. J'avais ouvert ma première boutique physique dans une rue commerçante animée, embauché une équipe de 6 personnes talentueuses et dévouées, et surtout, j'avais construit quelque chose dont j'étais fièrement propriétaire. Chaque décision, chaque succès, chaque erreur aussi, m'appartenait entièrement. Pour la première fois de ma vie, j'existais pleinement, sans l'ombre de personne pour m'éclipser. Les matins avaient pris une toute autre couleur. Je me réveillais avec un but clair, une raison de me lever qui venait de l'intérieur. Plus de routine vide, plus de matinées à préparer le café d'un homme qui ne me voyait même pas, plus de cette sensation d'être un fantôme dans ma propre existence. Je prenais mon petit déjeuner tranquillement dans mon appartement lumineux qui donnait sur un petit parc où les enfants jouaient ce matin. Je révisais les chiffres de vente de la veille sur mon ordinateur portable. Je planifiais les rendez-vous de la journée, je répondais aux messages de mes clientes qui me remerciaient pour l'attention personnalisée. J'avais appris à gérer une comptabilité complexe, à négocier fermement mais équitablement avec des fournisseurs, à comprendre les subtilités du marketing digital et des réseaux sociaux. Tout ce qu'Armand considérait comme trop compliqué pour une femme comme moi, tout ce qu'il utilisait comme preuve de mon incompétence supposée, je l'avais maîtrisé par nécessité, par détermination et par une soif d'apprendre qui avait été étouffé pendant des décennies. Ma clientèle grandissait de semaine en semaine, et ce n'était pas seulement une question de chiffres. C'était la qualité des relations que je bâtissais. Les femmes qui achetaient chez moi revenaient systématiquement, et surtout, elles en parlaient à leurs amis, à leurs sœurs, à leurs collègues. Le bouche à oreille était devenu mon meilleur outil marketing. Elles appréciaient non seulement les vêtements soigneusement sélectionnés, mais toute l'approche que j'avais développée. Je ne vendais pas seulement des robes ou des pantalons élégants. Je créais une expérience humaine, authentique. Chaque cliente était écoutée avec attention, conseillée sans le moindre jugement, respectée dans ses choix et dans ses doutes. Beaucoup me racontèrent leurs histoires personnelles, me confiaient leurs peurs et leurs espoirs. Des histoires qui ressemblaient étrangement à la mienne. Femmes invisibilisées dans leur couple, femmes qui avaient oublié qui elles étaient vraiment, femmes qui cherchaient désespérément à se retrouver après des années d'effacement. Je comprenais intimement leur douleur, et cette compréhension profonde créait un lien authentique qui dépassait largement une simple transaction commerciale. La boutique était devenue bien plus qu'un commerce. C'était un refuge, un espace où les femmes pouvaient respirer, être elles-mêmes, sans pression ni jugement. J'avais choisi avec soin chaque détail de la décoration. Des fauteuils confortables où les clientes pouvaient s'asseoir et discuter, une lumière douce et flatteuse dans les cabines d'essayage, du thé et des biscuits toujours disponibles, de la musique apaisante en fond. Mon équipe avait été formée non seulement pour vendre, mais pour écouter, pour encourager, pour redonner confiance. Chaque femme qui franchissait notre porte devait repartir en se sentant vue, valorisée, importante. Un jour de printemps particulièrement lumineux, une cliente nommée Françoise entra dans ma boutique. Elle avait environ mon âge, peut-être quelques années de plus. Les épaules légèrement voûtées, comme si elle portait un poids invisible. Le regard fuyant qui évitait le contact direct, la voix hésitante et presque apologétique de simplement exister dans cet espace. Elle cherchait une tenue pour un événement familial important, mais semblait complètement perdue, presque honteuse d'être là, comme si elle ne méritait pas de prendre du temps pour elle-même. Je remarquai immédiatement les signes que je connaissais si bien. Les mains qui tripotaient nerveusement le sac, les excuses constantes pour déranger, la difficulté à exprimer ce qu'elle voulait vraiment. Nous avons parlé, longuement. Je fermai la boutique pour l'heure du déjeuner afin que nous ne soyons pas dérangés. Elle m'a confié, les larmes aux yeux, qu'elle aussi vivait dans l'ombre écrasante de son mari depuis plus de 30 ans. Qu'elle aussi se sentait invisible, sans valeur, comme un meuble que personne ne remarque plus.
qu'elle avait passé 3 décennies à s'oublier complètement pour faire plaisir à un homme qui ne la regardait plus, qui ne lui parlait que pour critiquer ou donner des ordres. Son mari ne la frappait pas, ne criait pas. Comme Armand, il faisait quelque chose de bien plus insidieux. Il la traitait comme si elle n'existait pas. En l'écoutant raconter son histoire avec une voix brisée, c'était comme si je m'entendais moi-même 3 ans plus tôt, assise dans cette chambre d'hôtel à Saint-Flour, me demandant si j'aurais le courage de partir. Je lui ai pris les mains et je lui ai dit quelque chose que personne ne m'avait dit à l'époque, mais que j'aurais tant voulu entendre de quelqu'un. « Françoise, écoutez-moi bien. Vous valez infiniment plus que ce qu'on vous a fait croire pendant toutes ces années. Ce que votre mari vous fait vivre n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas du respect minimal. C'est de la destruction lente et méthodique. Et je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer. Jamais. Vous avez encore tellement de vie devant vous, tellement de choses à découvrir sur qui vous êtes vraiment. » Françoise a pleuré pendant de longues minutes, libérant des années de douleur retenues. Puis elle a souri pour la première fois depuis son arrivée. Un sourire fragile mais réel, comme une fleur qui pousse à travers le béton. Ce jour-là, elle n'a pas seulement acheté une robe élégante qui lui allait à merveille. Elle est repartie avec quelque chose de bien plus précieux et durable. L'espoir. L'espoir qu'une autre vie était possible, que le changement n'était pas une chimère inaccessible, que d'autres femmes avant elle avaient réussi à se reconstruire. Quelques mois plus tard, un après-midi d'automne, Françoise est revenue dans ma boutique. Mais ce n'était plus la même femme, transformée de fond en comble. Elle se tenait droite, le regard direct et lumineux, la voix claire et assurée. Elle portait l'une des tenues que nous avions choisies ensemble, et elle rayonnait littéralement. Elle m'a raconté avec enthousiasme qu'elle avait quitté son mari après 30 ans de mariage étouffant, trouvé un travail dans une librairie qu'elle adorait, loué un petit appartement qu'elle décorait selon ses propres goûts pour la première fois de sa vie. Elle avait repris sa vie en main, courageusement, pas à pas. Elle m'a remercié avec émotion, les larmes aux yeux, me disant que j'avais changé sa vie. Mais je lui ai répondu avec sincérité que je n'avais rien fait d'extraordinaire. Le courage était entièrement le sien, la décision était la sienne, la force venait de son propre cœur. Moi, j'avais juste été là au bon moment pour lui rappeler ce qu'elle avait oublié, qu'elle en était capable, qu'elle le méritait. Ces moments-là me donnaient une satisfaction profonde que l'argent ne pourrait jamais acheter. Aucune réussite matérielle ne pourrait égaler. Mon entreprise ne se résumait plus du tout à vendre des vêtements jolis et bien coupés. C'était devenu un espace de reconstruction personnelle, un refuge sûr pour femmes en quête de leur identité perdue, un lieu où elles pouvaient redevenir elles-mêmes. Et plus je voyais ces femmes renaître sous mes yeux, retrouver leur sourire et leur confiance, plus je me sentais moi-même renaître et me solidifier dans ma nouvelle identité. Pendant ce temps, je n'avais eu aucune nouvelle directe d'Armand. Il ne m'avait jamais vraiment cherché sérieusement après mon départ définitif. Pas de tentative authentique de réconciliation, pas d'excuses sincères, rien qui ressemble à une remise en question. Pour lui, j'étais probablement devenue une simple note de bas de page dans sa vie bien remplie. L'ex-femme qui avait eu une crise passagère, un caprice de femme d'âge moyen, et qui finirait forcément par revenir la queue entre les jambes en réalisant son erreur. Il ne savait pas que je ne pensais plus à lui quotidiennement. Que sa voix arrogante, ses humiliations calculées, son mépris constant, tout cela s'était progressivement dissous dans le travail acharné et la reconstruction patiente de ma dignité. J'avais tourné la page, pas par vengeance ou par amertume, mais par nécessité vitale. Mais le destin, comme on dit, a sa propre façon mystérieuse de remettre les choses en perspective et de rétablir un certain équilibre. Un après-midi d'automne ordinaire, alors que j'étais en réunion stratégique avec mon équipe pour discuter sérieusement de l'expansion de la marque vers de nouvelles villes, mon assistante Claire, une jeune femme efficace et discrète, entra doucement dans la salle et me tendit une note pliée. « Vous devriez vraiment voir ça », me chuchota-t-elle avec une expression étrange que je ne lui connaissais pas, mélange de surprise et d'inquiétude. C'était un article imprimé provenant d'un journal économique régional que je lisais occasionnellement. Le titre me sauta aux yeux comme une gifle. Delvaux Consulting en grave difficulté financière.
L'entreprise phare de Saint-Flour perd ses principaux clients et vacille. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, mais pas de la manière que j'aurais imaginé des années auparavant. Ce n'était pas de la pitié pour Armand, pas de la tristesse pour ce qu'il traversait. C'était plutôt une forme de satisfaction froide et détachée, presque philosophique. La vie avait suivi son cours naturel. L'article détaillait minutieusement comment l'entreprise qu'il dirigeait avec tant d'arrogance avait perdu plusieurs contrats majeurs et stratégiques à cause de décisions catastrophiques, de conflits internes mal gérés et surtout de la réputation ternie d'Armand lui-même. Il était décrit dans l'article comme arrogant, difficile à gérer, incapable d'écouter les conseils, méprisant envers ses collaborateurs. Apparemment, son attitude hautaine qui fonctionnait si bien dans les dîners mondains et les clubs privés ne passait absolument pas dans les salles de conseil d'administration où les résultats concrets comptent plus que le charme superficiel. Les partenaires commerciaux avaient commencé à se retirer un par un. Les employés compétents partaient vers d'autres horizons plus respectueux. Les clients majeurs résiliaient leurs contrats. L'empire qu'Armand avait construit avec tant d'orgueil et de certitude s'effritait lentement mais inexorablement, comme un château de sable face à la marée montante. Je repliais soigneusement l'article et le glissais dans le tiroir de mon bureau. Une partie de moi, celle qui portait encore les cicatrices de ses humiliations, voulait savourer pleinement ce moment de justice immanente, cette preuve concrète que l'arrogance et le mépris finissent toujours par rattraper ceux qui les portent comme des bannières. Mais une autre partie de moi, plus sage et plus sereine, celle que j'avais cultivée pendant ces années de reconstruction, me rappelait fermement que ma vie ne devait absolument pas être définie par ce qu'Armand devenait ou ne devenait pas. J'avais construit quelque chose de solide, de respecté dans mon secteur, de durable et d'authentique. Mon succès existait indépendamment de son échec. Il avait sa propre valeur, sa propre légitimité. Et c'était exactement comme ça que je voulais que les choses continuent d'être. L'année suivante fut absolument décisive pour mon entreprise et marqua un tournant majeur. Nous avons ouvert 3 nouvelles boutiques dans différentes villes moyennes de la région, chacune soigneusement choisie pour son potentiel et sa clientèle. Le chiffre d'affaires avait non seulement doublé, mais triplé en l'espace de 12 mois, dépassant toutes mes projections les plus optimistes. J'avais embauché une directrice commerciale brillante nommée Léa, une jeune femme dans la trentaine, ambitieuse mais bienveillante, qui partageait entièrement ma vision humaniste de l'entreprise et qui apportait une énergie incroyable et des idées novatrices à toute l'équipe. Ensemble, nous avons développé une ligne de vêtements spécialement conçue pour les femmes qui, comme moi autrefois, se sentaient invisibles dans les magasins traditionnels qui ne proposaient que des tailles standards et des styles inadaptés. Des coupes intelligentes et flatteuses qui mettaient en valeur sans jamais chercher à cacher, des tissus de qualité exceptionnelle qui durèrent dans le temps, des prix raisonnables et accessibles parce que je refusais que seules les femmes aisées puissent s'habiller avec dignité. Le succès fut immédiat et dépassait tout ce que nous avions espéré. Les médias locaux et régionaux ont progressivement commencé à s'intéresser sérieusement à notre histoire entrepreneuriale. Pas à mon histoire personnelle que je gardais toujours soigneusement et jalousement privée, mais à l'histoire inspirante de la marque elle-même. Comment une entreprise créée de toutes pièces par une femme de 48 ans, sans expérience entrepreneuriale préalable, sans capital de départ significatif, sans réseau d'affaires établi, était devenue une référence respectée en si peu de temps dans un marché pourtant saturé et difficile. J'ai accordé quelques interviews sélectionnées, toujours en restant très discrète sur ma vie privée et mon passé douloureux, concentrée uniquement sur le message positif que je voulais absolument faire passer. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer, pour devenir la personne qu'on aurait toujours dû être. Jamais. Quel que soit votre âge, votre situation, vos peurs. Un matin ordinaire de printemps, alors que je révisais tranquillement les nombreuses candidatures reçues pour un poste stratégique de directeur des opérations que nous venions de créer, Claire entra dans mon bureau avec un sourire vraiment étrange que je ne lui connaissais pas. Quelque chose entre l'amusement et l'incrédulité. « Vous ne devinerez jamais qui vient de postuler pour le poste », dit-elle d'une voix légèrement tremblante en posant délicatement un CV sur mon bureau comme s'il s'agissait d'un objet dangereux.
Je baissai lentement les yeux vers le document. Le nom me sauta au visage comme une gifle violente, comme un retour brutal dans un passé que je croyais définitivement enterré. Armand Delvaux. Mon sang se glaça instantanément dans mes veines. Puis, une vague de chaleur intense m'envahit de la tête aux pieds. Puis, un calme glacial s'installa, cette sérénité étrange qui vient dans les moments de choc profond. Armand, mon ex-mari, l'homme qui m'avait répété pendant des années que je n'étais rien sans lui, que je ne survivrais pas une semaine seule. L'homme qui m'avait systématiquement humilié pendant plus de 20 ans de mariage toxique. L'homme qui avait été absolument convaincu, avec une arrogance inébranlable, que je reviendrais inévitablement ramper à ses pieds en suppliant son pardon et sa clémence. Il venait tout simplement de postuler pour travailler dans mon entreprise, celle que j'avais bâtie pierre par pierre, sans même savoir que j'en étais la propriétaire et la directrice générale. Je lus attentivement son CV, ligne par ligne, avec une attention presque clinique. Il était bien écrit, professionnel dans sa forme, soigneusement mis en page. Mais entre les lignes polies et le langage corporate lisse, je voyais clairement toutes les failles et les tentatives maladroites de masquage, les trous significatifs dans son parcours professionnel récent, les explications volontairement vagues et évasives sur son départ précipité de Delvaux Consulting qu'il avait fondé et dirigé. Les tentatives transparentes de masquer le naufrage complet de son entreprise derrière des euphémismes comme « restructuration stratégique » et « nouvelle orientation de carrière ». Armand avait tout perdu, son entreprise, sa réputation, probablement ses économies aussi. Et maintenant, désespéré et aux abois, il cherchait humblement un emploi, chez moi, dans l'entreprise de la femme qu'il avait méprisée et sous-estimée. Claire me regardait avec un mélange évident de curiosité intense et d'inquiétude sincère pour moi. « Vous le connaissez personnellement ?» demanda-t-elle prudemment, sentant qu'il y avait là quelque chose de bien plus profond qu'un simple CV parmi d'autres. « C'est mon ex-mari », répondis-je calmement, ma voix étonnamment stable. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise totale. « Mon Dieu! Vous allez faire quoi exactement ?» Je réfléchis un long moment, pesant soigneusement toutes les options qui s'offraient à moi. Je pouvais rejeter sa candidature immédiatement et froidement, d'un simple clic, sans explication. Je pouvais l'ignorer complètement, faire comme si ce CV n'existait pas. Ou je pouvais faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, quelque chose qui me permettrait de clore définitivement un chapitre de ma vie. « Convoque-le pour un entretien d'embauche », dis-je finalement d'une voix ferme et décidée. Claire sembla profondément surprise par ma décision. « Vous êtes absolument sûre de ce que vous faites ?»« Absolument certaine », confirmai-je avec un sourire léger qui commençait à se dessiner sur mes lèvres. « Mais ne mentionne surtout pas mon nom dans la convocation. Dis juste que la direction générale souhaite le rencontrer personnellement pour discuter de sa candidature. » Un sourire léger mais significatif apparut sur mes lèvres. Pas un sourire de vengeance mesquine ou de revanche petite. Plutôt un sourire de quelqu'un qui sait que la justice, parfois, se fait toute seule sans qu'on ait besoin d'intervenir. Il suffisait juste d'être là, présente et digne, pour assister tranquillement au spectacle que la vie avait orchestré. L'entretien fut soigneusement fixé pour le jeudi suivant, en fin de matinée, à 11 heures précises. Je préparai minutieusement cette rencontre capitale pendant plusieurs jours. Pas pour l'humilier gratuitement, ou me venger bassement, mais pour lui montrer clairement, une fois pour toutes, sans ambiguïté possible, qui j'étais vraiment devenue pendant ces 5 années de séparation. La femme qu'il avait si longtemps méprisée avait construit quelque chose de solide et de respecté. La femme qu'il considérait comme fondamentalement incapable et inutile dirigeait maintenant une entreprise prospère avec plusieurs dizaines d'employés. La femme qu'il pensait voir un jour revenir ramper pathétiquement à ses pieds allait, dans quelques jours exactement, s'asseoir calmement en face de lui, de l'autre côté d'un bureau, et décider souverainement de son avenir professionnel, tenant littéralement son destin entre ses mains. Le jour de l'entretien arriva enfin. Je portais consciemment une de mes propres créations, une robe élégante et sobre, parfaitement coupée, dans un bleu marine profond qui respirait naturellement l'autorité sans la moindre ostentation. J'avais dormi parfaitement bien la nuit précédente, d'un sommeil profond et réparateur.
Pas la moindre nervosité. Pas d'angoisse anticipatrice. Juste une tranquillité profonde et sereine. J'étais prête, complètement prête. Claire fit entrer Armand dans la grande salle de réunion lumineuse et lui demanda poliment de patienter quelques instants, que la direction arriverait sous peu. Depuis mon bureau adjacent séparé par une cloison vitrée, je pouvais l'observer discrètement à travers la vitre légèrement teintée. Il avait considérablement vieilli en 5 ans. Les cheveux beaucoup plus blancs qu'avant, presque entièrement gris maintenant. Les traits visiblement tirés par le stress et probablement les nuits blanches. Une tension palpable dans ses épaules qui n'y était pas auparavant. L'arrogance caractéristique était toujours là, visible dans sa posture rigide, dans la façon dont il regardait autour de lui en évaluant les lieux, mais elle semblait terriblement forcée maintenant, comme un costume autrefois parfait qui ne lui allait plus tout à fait, qui pendait maladroitement sur un corps amaigri. Je pris une grande inspiration profonde, remplissant mes poumons complètement. J'ajustai soigneusement ma veste élégante. Je pris fermement le dossier contenant son CV et mes notes, et j'ouvris calmement la porte de la salle de réunion avec une assurance tranquille. Armand leva immédiatement les yeux vers moi, et son visage devint instantanément livide, toute couleur disparaissant de ses joues comme si le sang s'était retiré d'un coup. Ses yeux s'écarquillèrent de choc pur et total. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Le moment que j'avais attendu sans vraiment le savoir venait d'arriver. Le silence qui s'installa dans cette salle de réunion fut plus éloquent, plus lourd de sens que n'importe quel discours préparé ou n'importe quelle confrontation verbale. Un silence presque palpable, épais comme du velours. Armand me fixait intensément, bouche légèrement entr'ouverte dans une expression de stupéfaction totale, visiblement incapable de formuler le moindre mot cohérent. Ses yeux passaient frénétiquement de mon visage à la porte, puis à la fenêtre, puis revenaient vers moi, comme s'il cherchait désespérément une issue, une explication rationnelle, n'importe quoi qui pourrait donner un sens logique à ce qu'il voyait devant lui. Moi, Maëlys Courtois, sa petite épouse qu'il considérait comme insignifiante et incapable, celle qui n'était absolument rien sans lui selon ses propres mots, se tenait maintenant devant lui en tant que dirigeante et propriétaire de l'entreprise où il venait humblement mendier un emploi pour survivre. Je m'assis calmement sur la chaise en cuir face à lui, posai son CV soigneusement sur la table en verre entre nous et croisai mes mains avec une sérénité que je n'aurais jamais cru possible quelques années auparavant. « Bonjour Armand. Je t'en prie, assieds-toi confortablement. » Ma voix était calme, parfaitement professionnelle, dénuée de toute émotion excessive ou de la moindre trace de ressentiment visible. Il s'assit très lentement, presque mécaniquement, comme un automate dont les circuits auraient du mal à fonctionner, son regard ne quittant jamais mon visage, cherchant probablement à comprendre si cette situation était réelle ou s'il vivait un cauchemar éveillé. « Maëlys, je ne savais absolument pas que... » Il cherchait péniblement ses mots, lui qui avait toujours eu une réponse à tout, qui avait toujours su exactement quoi dire pour me rabaisser avec précision chirurgicale, pour me faire sentir petite et inutile. Là, dans cette salle de réunion moderne et lumineuse, il était complètement perdu, désorienté, vulnérable d'une manière que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Non, tu ne savais pas », confirmai-je doucement, mais fermement. Et c'est justement là tout le problème fondamental de notre relation passée, n'est-ce pas? Tu n'as jamais su. Tu n'as jamais pris le temps, ne serait-ce qu'un instant, de savoir réellement qui j'étais. Pour toi, pendant toutes ces années de mariage, j'étais juste. Quoi exactement? Un accessoire décoratif? Une présence pratique mais fondamentalement négligeable? Une employée domestique non rémunérée? Une ombre sans substance? Il ne répondit pas, le visage blême. Que pouvait-il dire? Nous savions tous les deux parfaitement que j'avais absolument raison, que chaque mot que je prononçais était une vérité qu'il ne pouvait pas nier. Je pris son CV entre mes mains et le parcourus ostensiblement, lentement, comme si je le découvrais pour la première fois, alors que je l'avais déjà analysé dans les moindres détails. Voyons voir ce que nous avons ici. 25 ans d'expérience en gestion d'entreprise, c'est impressionnant sur le papier. Directeur général de Delvaux Consulting pendant 15 ans. Départ en 2024 pour...
Tu écris ici de manière assez vague, nouvelles opportunités professionnelles et réorientation stratégique. C'est une façon particulièrement créative et euphémique de dire que ton entreprise a complètement coulé à cause de ta mauvaise gestion catastrophique, de ton arrogance aveugle et de ton incapacité chronique à travailler harmonieusement avec les autres, à les respecter en tant qu'êtres humains. Armand se raidit visiblement sur sa chaise, comme si mes mots étaient des coups physiques. L'humiliation était palpable sur son visage habituellement si contrôlé, creusant des rides que je ne lui connaissais pas, mais il ne pouvait absolument rien dire pour se défendre. Il était venu ici en position de faiblesse totale, en situation de demandeur désespéré. Il cherchait du travail pour payer ses factures, et j'étais celle qui avait désormais le pouvoir absolu de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser, de lui donner une chance ou de le renvoyer les mains vides. Tu sais ce qui est absolument fascinant dans cette situation surréaliste ? Continuai-je, en le regardant droit dans les yeux sans ciller. Pendant toutes ces longues années où tu me répétais quotidiennement, méthodiquement, que je n'étais rien du tout, que je ne pourrais jamais survivre sans toi et ton argent, que j'étais fondamentalement incapable de quoi que ce soit de substantiel, je t'ai cru aveuglément. J'ai vraiment, sincèrement cru que j'étais incapable, inutile, complètement dénué de valeur intrinsèque. Tu avais réussi à me convaincre que mon existence même dépendait entièrement de toi. Et puis, je suis partie. J'ai eu le courage de partir malgré la terreur. Et j'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire, de libérateur. Tu avais tort, complètement tort, sur toute la ligne, sur chaque aspect. J'ouvris un dossier préparé à l'avance et sortis quelques documents soigneusement organisés. Bilan financier, articles de presse, photos des boutiques. Voici mon entreprise, Armand. Regarde bien. Créée il y a 5 ans avec mes propres économies modestes, pas un centime de plus. 0 aide financière extérieure. 0 connexion dans le milieu des affaires. 0 piston. Juste du travail acharné jour après jour, de l'intelligence que tu m'as toujours refusé de reconnaître et de la détermination que tu as constamment essayé de briser. Aujourd'hui, nous avons 6 boutiques physiques florissantes dans différentes villes, 32 employés qui m'adorent et me respectent, et un chiffre d'affaires qui a triplé l'année dernière, dépassant toutes les projections les plus optimistes. Tout ça sans toi. Non seulement sans toi, mais malgré toi, malgré les années de destruction systématique de ma confiance. Armand déglutit difficilement, sa pomme d'Adam bougeant visiblement dans son cou. Je voyais ses mains trembler légèrement sur ses genoux. Maëlys, je sais parfaitement que j'ai été dur avec toi pendant notre mariage. Je sais que notre relation n'était pas dure, l'interrompis-je sèchement, ma voix se durcissant considérablement pour la première fois. Tu appelles ça simplement être dur, Armand? Soyons clairs et honnêtes pour une fois dans nos vies. Tu m'as détruite, systématiquement, méthodiquement, quotidiennement pendant 23 ans. Chaque jour que Dieu fait, tu me faisais sentir que je n'avais strictement aucune valeur en tant qu'être humain. Tu m'as trompé ouvertement avec des dizaines de femmes différentes. Tu m'as humilié devant d'autres personnes lors de dîners ou d'événements sociaux. Tu m'as traité comme si j'étais littéralement invisible, comme si mon existence même était une nuisance. Et le pire, ce qui était vraiment insoutenable, c'est que tu l'as fait avec une telle conviction inébranlable, avec une telle certitude de ton bon droit, que j'ai fini par te croire complètement. J'ai intériorisé ton mépris. J'ai fait mien tes jugements cruels. Il baissa les yeux vers la table, incapable de soutenir mon regard. Pour la première fois depuis que je le connaissais, depuis toutes ces années de vie commune, Armand Delvaux semblait petit, diminué, vulnérable d'une manière presque pathétique. L'armure d'arrogance brillante qu'il portait comme une seconde peau depuis toujours s'était fissurée de partout, révélant un homme fatigué, défait, brisé, qui venait soudainement de réaliser la pleine ampleur de ce qu'il avait perdu. Pas moi en tant que personne. Pas son mariage en tant que relation. Mais sa propre illusion confortable de supériorité absolue, son sentiment de toute puissance. Tu te souviens parfaitement de la dernière chose que tu m'as dite avant que je parte définitivement ? Demandai-je d'une voix douce mais chargée d'émotions contenues. Il ne répondit pas verbalement, mais je savais qu'il se souvenait parfaitement. Comment aurait-il pu oublier ? Tu as dit, avec ce sourire suffisant que je connaissais si bien, « Va où tu veux. Si jamais tu me quittes,
tu reviendras en rampant pour te dire perdant. Tu étais tellement absolument certain, convaincu au plus profond de toi-même que je reviendrais en rampant comme un chien battu. Tellement sûr que je ne pourrais jamais, au grand jamais, survivre sans toi et ton soutien financier. Je me penchai légèrement en avant, plantant mon regard dans le sien. Alors maintenant, dis-moi franchement, Armand, sois honnête pour une fois dans ta vie. Qui est exactement en train de ramper maintenant? Qui est assis devant moi, dans mon entreprise, sur une chaise que je possède, sollicitant humblement un emploi que je peux lui accorder ou lui refuser à ma seule discrétion? Le silence qui suivit fut absolument accablant, presque insoutenable dans son intensité. Armand garda les yeux obstinément fixés sur la table en verre, incapable de me regarder en face, incapable d'affronter la vérité brutale de la situation. Je vis ses mâchoires se serrer fortement, ses mains trembler visiblement sur ses genoux. Ce n'était pas de la colère que je percevais en lui, c'était de la honte pure. Peut-être pour la première fois de sa vie entière, Armand Delvaux ressentait authentiquement de la honte, cette émotion qu'il avait si souvent infligée aux autres sans jamais la connaître lui-même. Je me redressai dans mon fauteuil et refermai calmement son dossier de candidature. Je ne vais pas t'humilier davantage, Armand. Ce serait trop facile et franchement indigne de moi. Ce n'est pas qui je suis devenu. Je ne suis pas toi. Je refuse de devenir ce que tu as été. Je me levai élégamment et me dirigeai vers la grande baie vitrée, regardant pensivement la ville en contrebas, les voitures qui circulaient, les gens qui marchèrent dans leur vie, inconscients du drame qui se jouait dans cette pièce. Tu sais ce que j'ai appris de plus précieux ces 5 dernières années, ce qui a vraiment changé ma vie. Que le respect authentique ne se commande pas par la force ou l'intimidation. Il se gagne patiemment, jour après jour, par nos actes et notre intégrité. Et que le pouvoir véritable, le vrai pouvoir qui dure, ne vient absolument pas de rabaisser constamment les autres pour se sentir supérieurs, mais au contraire de les élever, de les aider à devenir meilleurs. Tu ne m'as jamais respecté une seule seconde, tu ne m'as jamais vraiment vu comme un être humain à part entière. Et maintenant, ironiquement, cruellement, c'est moi qui décide si tu mérites ou non une seconde chance dans la vie. Je me retournai lentement vers lui, croisant les bras. Alors, réponds-moi sincèrement, Armand, pourquoi exactement devrais-je t'embaucher dans mon entreprise? Donne-moi une seule bonne raison valable, convaincante. Il leva enfin les yeux vers moi avec une lenteur douloureuse. Il y avait quelque chose de profondément différent dans son regard maintenant, quelque chose qui ressemblait presque, peut-être, à de la sincérité authentique, aussi surprenant que cela puisse paraître. Parce que j'ai désespérément besoin de ce travail, dit-il d'une voix rauque et brisée que je ne lui connaissais pas. Parce que j'ai littéralement tout perdu en l'espace de 2 ans. Mon entreprise que j'avais mis 15 ans à bâtir. Ma réputation professionnelle dans tout le secteur. Mes économies personnelles, mes contacts. Tout. Et parce que... Il s'interrompit longuement, cherchant visiblement ses mots avec une difficulté palpable. Parce que j'ai eu profondément, tragiquement tort. Sur absolument tout. Et surtout, sur toi. Sur qui tu es vraiment. Sur ce dont tu es capable. C'était la toute première fois de ma vie que j'entendais Armand Delvaux admettre ouvertement qu'il avait eu tort sur quoi que ce soit. La première fois qu'il reconnaissait clairement m'avoir maltraité. Cela aurait pu suffire amplement. Il y a 5 ans de cela. Ces mots auraient peut-être changé ma vie entière, auraient peut-être sauvé notre mariage. Mais maintenant, dans cette salle de réunion moderne, c'était trop peu, beaucoup trop tardif. Tu as eu tort, effectivement, répétai-je calmement, sans triomphe mesquin. Mais franchement, honnêtement, ce n'est pas une raison suffisante pour que je t'embauche dans mon entreprise. Tes excuses, aussi sincères soient-elles maintenant, ne réparent absolument pas 23 ans d'humiliation quotidienne et méthodique. Elles ne me rendent pas les années précieuses que j'ai perdues à croire stupidement que je n'étais rien, que je ne valais rien. Armand hocha lentement la tête, résigné, acceptant apparemment son sort. Il savait que c'était perdu d'avance, que sa candidature serait rejetée. Il se leva péniblement, visiblement prêt à partir dignement, acceptant finalement sa défaite sans protester. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte d'un pas lourd, la main déjà tendue vers la poignée chromée, quelque chose en moi se déplaça intérieurement. Ce n'était pas de la pitié au sens classique.
Ce n'était certainement pas du pardon complet et inconditionnel. C'était quelque chose de différent, de plus complexe. Une compréhension soudaine et profonde que la vraie victoire, la vraie réussite personnelle, n'était pas de l'écraser davantage maintenant qu'il était déjà à terre, mais de prouver définitivement que j'étais devenue une meilleure personne que lui. Plus grande moralement que la petite vengeance facile et satisfaisante mais stérile. Armand. Ma voix le stoppa net. Il s'arrêta immédiatement, main figée sur la poignée de porte, n'osant pas se retourner. Je ne vais pas t'embaucher en tant que directeur des opérations. C'est clair et définitif. Tu n'as absolument pas le profil requis pour ce poste stratégique et franchement, honnêtement, je ne te fais pas suffisamment confiance pour occuper un rôle de cette envergure et de cette importance dans mon entreprise, dans ce que j'ai construit. Il baissa la tête encore plus bas, acceptant ce verdict sans surprise. Mais, continuai-je après une pause calculée, nous avons actuellement un poste de consultant externe disponible. Mission ponctuelle bien définie, contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable, rémunération correcte et professionnelle mais sans les avantages substantiels d'un poste fixe à temps plein. Si tu es réellement prêt à travailler dur et sérieusement, à suivre scrupuleusement mes directives et celles de mon équipe, et surtout, à traiter absolument chaque personne de cette entreprise, du gardien à la directrice commerciale, avec le respect fondamental qu'elles méritent en tant qu'êtres humains, alors nous pouvons peut-être, éventuellement, discuter de cette possibilité. Armand se retourna très lentement, presque craintif, complètement incrédule. Ses yeux étaient brillants d'une émotion que je ne lui avais jamais vue auparavant. Tu m'offres réellement un poste. Après tout ce que je t'ai fait subir, je t'offre une chance, une seule et unique chance, corrigeai-je fermement. Pas un poste garanti, une opportunité de prouver que tu peux changer, que tu as appris quelque chose de tes échecs. Si tu la gâches de quelque manière que ce soit, si tu retombes ne serait-ce qu'une seule fois dans tes anciens travers méprisants, si tu manques de respect à qui que ce soit ici, c'est terminé définitivement. Et crois-moi sur parole, je n'hésiterai pas une seule seconde à te mettre dehors sans autre forme de procès si tu me déçois. Je ne te dois rien, absolument rien. Cette chance, c'est un cadeau que je me fais à moi-même, la preuve que je suis devenu quelqu'un de bien. Il acquiesça vigoureusement, presque frénétiquement, comme un naufragé qui aperçoit une bouée de sauvetage. Merci infiniment, Maëlys. Je te promets solennellement que tu ne le regretteras pas. Je te promets de... Ce n'est pas à moi que tu dois faire des promesses, l'interrompis-je fermement en levant la main. C'est à toi-même. Prouve-toi à toi-même que tu peux être meilleur que ce que tu as été. Maintenant, va voir Claire à l'accueil principal. Elle te donnera tous les détails précis du contrat, les modalités, les attentes. Lis-le attentivement avant de signer. C'est un contrat professionnel standard, rien de plus, rien de moins. Il sortit de la salle de réunion et je me retrouvai seul dans cet espace soudainement silencieux. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais pas de nervosité ou d'anxiété. D'accomplissement profond, de fierté justifiée. J'avais tenu tête courageusement à l'homme qui avait failli me détruire complètement. J'avais refusé de me venger bassement, même quand l'occasion parfaite s'était présentée sur un plateau. Et j'avais prouvé, non seulement à lui, mais surtout, fondamentalement, à moi-même, que j'étais devenu quelqu'un de bien, quelqu'un de fort moralement, quelqu'un qui méritait authentiquement le respect, qu'il avait gagné par ses actes et non par la peur ou l'intimidation. Je restai longtemps devant cette fenêtre, observant la ville qui vivait en contrebas, les gens qui marchaient, sans connaître mon histoire, sans savoir ce qui venait de se passer dans cette pièce. J'avais fait le choix difficile, le choix courageux, pas le plus facile, pas le plus satisfaisant émotionnellement à court terme, mais celui qui me permettrait de dormir en paix, celui qui reflétait vraiment la personne que je voulais être. Armand aurait sa chance. Une seule. Et ce qu'il en ferait ne dépendrait que de lui. Mon rôle à moi était terminé. J'avais fermé la boucle, bouclé le cercle. Le reste de l'histoire s'écrirait sans moi, dans un chapitre où je n'étais plus la victime, mais la femme qui avait choisi la dignité plutôt que la vengeance. Les mois qui suivirent furent révélateurs. Armand travailla pour mon entreprise en tant que consultant externe.
et je dois admettre que, contre toute attente, il fit du bon travail. Il était ponctuel, professionnel et surtout humble. L'arrogance qui le définissait autrefois avait disparu, remplacée par une sobriété presque douloureuse à observer. Il savait qu'il était en période d'essai permanente, que la moindre erreur signifierait son renvoi immédiat. Je ne lui facilitais pas les choses. Je ne le traitais pas mal, mais je ne lui accordais aucun traitement de faveur non plus. Il était un employé comme les autres, avec les mêmes attentes, les mêmes obligations. Au début, certains membres de mon équipe furent surpris d'apprendre qu'il était mon ex-mari. Léa, ma directrice commerciale, vint même me voir pour me demander si j'étais certaine de ma décision. « Il t'a fait du mal, Maëlys. Pourquoi lui donner cette opportunité ?»« Parce que mon entreprise n'est pas un outil de vengeance, » répondis-je calmement. « Elle représente tout ce en quoi je crois, le respect, la seconde chance, la dignité. Si je refuse à Armand ce que j'offre à toutes mes clientes, la possibilité de se reconstruire, alors je trahis mes propres valeurs. » Léa hocha la tête, respectant ma décision même si elle restait sceptique. Un jour, environ 3 mois après qu'Armand ait commencé à travailler pour moi, il demanda à me voir en privé. Nous nous assîmes dans mon bureau et pour la première fois depuis notre entretien d'embauche, nous eûmes une conversation réellement personnelle. « Je voulais te remercier », commença-t-il, la voix basse. « Pas seulement pour le travail, pour m'avoir montré qui j'étais vraiment devenue. » Je ne dis rien, le laissant continuer. Quand j'ai perdu mon entreprise, j'ai d'abord blâmé tout le monde sauf moi, les employés incompétents, les clients ingrats, la conjoncture économique. Mais la vérité, c'est que j'ai coulé mon propre bateau. J'ai traité les gens comme s'ils étaient jetables, comme si leur valeur dépendait uniquement de ce qu'ils pouvaient en m'apporter. Et quand ils en ont eu assez, ils sont partis. Tous. Il leva les yeux vers moi. Exactement comme tu es parti. Tu comprends maintenant pourquoi je suis partie ? Demandai-je doucement. Il acquiesça. Oui. Et je comprends aussi pourquoi tu as réussi là où j'ai échoué. Tu traites les gens avec humanité. Tu les vois, tu les respectes. C'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. Il marqua une pause. Je ne te demande pas de me pardonner, Maëlys. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que je regrette, sincèrement. Ces mots, il y a 5 ans, auraient peut-être changé ma vie. Maintenant, ils étaient simplement une confirmation. La confirmation que j'avais pris la bonne décision en partant. Que j'avais eu raison de reconstruire ma vie sans lui. Je ne sais pas si je peux te pardonner complètement, Armand, dis-je honnêtement. Ce que tu m'as fait vivre a laissé des cicatrices. Mais je peux accepter tes excuses. Et je peux reconnaître que tu essaies de changer. C'est déjà quelque chose. Il hocha la tête, reconnaissant. C'est plus que ce que je mérite. Nous restâmes silencieux un moment, puis il ajouta « Tu as construit quelque chose de remarquable ici, Maëlys. Cette entreprise, ces gens qui travaillent pour toi, l'impact que tu as sur tes clientes. C'est impressionnant. J'aurais dû voir ça en toi depuis le début. J'aurais dû te soutenir, t'encourager. Au lieu de ça, j'ai passé 23 ans à éteindre ta lumière. Tu ne pouvais pas éteindre quelque chose que je n'avais pas encore découvert moi-même, répondis-je. Partir, reconstruire, échouer, recommencer. Tout ça m'a appris qui j'étais vraiment. Si j'étais restée avec toi, je ne l'aurais jamais su. C'était la vérité. Aussi douloureux qu'ait été mon parcours, il m'avait transformée en la femme que j'étais aujourd'hui. Et cette femme était forte, indépendante, accomplie. Les semaines passèrent. L'entreprise continuait de prospérer. Nous avons ouvert 2 nouvelles boutiques, lancé une ligne de vêtements en collaboration avec une créatrice locale reconnue. Et surtout, nous avons développé une fondation pour aider les femmes en situation de rupture conjugale à se réinsérer professionnellement. C'était mon projet le plus personnel, celui qui me tenait le plus à cœur. Offrir à d'autres femmes ce que j'avais dû trouver seule, une chance de recommencer. Un soir, alors que je travaillais tard au bureau, Armand frappa à ma porte. « Je voulais te dire au revoir », dit-il simplement. Je levai les yeux, surprise. « Tu pars ? Mon contrat se termine la semaine prochaine et j'ai trouvé un poste fixe dans une autre entreprise. Plus petit, moins prestigieux que ce que j'avais avant,
mais c'est un nouveau départ. Je me levai et lui serrai la main. « Je te souhaite bonne chance, Armand, sincèrement. » Il sourit tristement. « Merci, pour tout. Pour m'avoir donné cette chance quand tu aurais pu simplement me claquer la porte au nez. Pour m'avoir montré qu'il existe une autre façon de diriger, de vivre, d'être. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Tu avais raison, tu sais. Quand tu as dit « veremos », le monde a vraiment fait son tour complet. Après son départ, je restais seule dans mon bureau, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. 5 ans. 5 ans depuis que j'avais quitté Saint-Flour avec quelques vêtements et une détermination fragile. 5 ans depuis que j'avais décidé que je méritais mieux. Et aujourd'hui, je dirigeais une entreprise prospère, j'aidais des dizaines de femmes à se reconstruire et surtout, j'avais retrouvé ma dignité. Armand avait eu sa leçon. Pas par vengeance, mais par les conséquences naturelles de ses actes. Il avait perdu son entreprise parce qu'il traitait mal les gens. Il avait perdu sa femme parce qu'il ne savait pas voir sa valeur. Et maintenant, peut-être, il apprendrait à faire mieux. Peut-être pas. Mais ce n'était plus mon problème. Ma vie ne tournait plus autour de lui. Elle tournait autour de moi, de mon entreprise, des femmes que j'aidais, de la personne que j'étais devenue. Quelques semaines plus tard, je reçus une lettre. Une vraie lettre manuscrite, pas un email. C'était de Françoise, cette cliente qui était venue dans ma boutique des années auparavant, perdue et brisée. Elle m'écrivait pour me dire qu'elle venait d'ouvrir sa propre petite entreprise de décoration d'intérieur, qu'elle vivait maintenant seule et heureuse, et que tout avait commencé le jour où elle était entrée dans ma boutique. « Vous m'avez rappelé que je valais quelque chose », écrivait-elle, « et ça a tout changé. » Je relus la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Voilà ce qui comptait vraiment. Pas la vengeance sur Armand, pas la satisfaction d'avoir réussi là où il avait échoué, mais l'impact que j'avais sur la vie des autres femmes. La preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se reconstruire, pour se retrouver. Aujourd'hui, quand je repense à cette époque sombre où j'étais Madame Delvaux, la femme invisible qui vivait dans l'ombre d'un homme méprisant, j'ai presque l'impression de penser à quelqu'un d'autre. Cette femme-là n'existe plus. À sa place, il y a Maëlys Courtois, entrepreneur, mentor, femme libre. Et si j'avais un message à faire passer à toutes les femmes qui se sentent invisibles, piégées, sans valeur, ce serait celui-ci. Vous valez infiniment plus que ce qu'on vous a fait croire. Vous avez en vous une force insoupçonnée. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour partir, pour recommencer, pour devenir qui vous êtes vraiment censé être. Armand pensait que je reviendrais en rampant. Il avait tort. Je ne suis jamais revenue. Et le monde, effectivement, a fait son tour complet. Pas pour me venger, mais pour me rappeler que la dignité, le respect et la persévérance finissent toujours par triompher. Toujours. Vous êtes-vous déjà demandé combien de versions de vous-même vous avez enterrées pour faire plaisir à quelqu'un qui ne vous voyait même pas ? Cette histoire que je viens de partager avec vous n'est pas seulement la mienne. C'est peut-être aussi un peu la vôtre. Peut-être avez-vous vous aussi connu ce silence pesant au petit déjeuner, ces regards qui traversent sans voir, ces mots qui blessent plus profondément qu'un coup. Peut-être avez-vous entendu cette petite voix intérieure qui murmurait que vous méritiez mieux, mais que vous avez étouffé pendant des années par peur de l'inconnu, par peur de tout perdre en osant tout quitter. Ce que j'aimerais profondément savoir aujourd'hui, c'est ce que cette histoire a réveillé en vous. Est-ce qu'elle a touché une corde sensible ? Est-ce qu'elle vous a rappelé un moment de votre propre vie où vous avez dû choisir entre rester dans l'ombre ou oser la lumière, même si elle vous aveuglait au début ? Prenez un instant pour me dire, dans les commentaires juste en dessous, ce que vous avez ressenti en m'écoutant. Pas de jugement ici, seulement de l'écoute et du respect mutuel. Et puis, j'ai une question qui me tient vraiment à cœur. Si vous aviez été à ma place dans cette salle de réunion, face à celui qui vous avait brisé pendant tant d'années, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous refermé la porte définitivement ou auriez-vous, comme moi, choisi de lui donner une chance malgré tout ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement votre vérité. Et votre vérité m'intéresse infiniment parce qu'elle pourrait éclairer d'autres personnes qui traversent peut-être en ce moment même ce que nous avons traversé.
Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez aujourd'hui. De Paris, de Lyon, d'Alger, de Casablanca, de Montréal. Peu importe le lieu, nous sommes toutes connectées par ces expériences qui façonnent nos vies, par ces moments où nous devons choisir qui nous voulons devenir. Savoir que mes mots franchissent des frontières et touchent des cœurs dans tant d'endroits différents me donne une force immense pour continuer à partager ces histoires qui comptent vraiment. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné quelque part au fond de vous, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, nous ne racontons pas des contes de fées irréalistes. Nous partageons des histoires vraies de femmes qui ont choisi de ne plus être invisibles, qui ont trouvé le courage de recommencer même quand tout semblait perdu, qui ont transformé leur douleur en dignité retrouvée. Vous faites partie de cette communauté maintenant, et chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel avant de partir. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous endurez une situation qui vous détruit lentement, il n'est jamais trop tard. Jamais. J'avais 48 ans quand j'ai tout quitté avec juste un sac et quelques économies. Certaines recommencent à 55 ans, d'autres à 62, d'autres même après. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est cette étincelle en vous qui refuse de s'éteindre complètement, cette voix qui continue de chuchoter que vous méritez mieux. Alors aujourd'hui, je vous pose une dernière question, celle qui compte vraiment. Qu'allez-vous faire de cette étincelle? Allez-vous continuer à la laisser s'étouffer sous le poids des années et de la résignation, ou allez-vous enfin lui permettre de devenir le feu qui éclairera votre chemin vers une vie où vous existez pleinement, où vous êtes vu, respecté, aimé comme vous le méritez? La réponse n'appartient qu'à vous. Mais sachez que si vous choisissez de rallumer cette flamme, nous serons là, toutes ensemble, pour vous accompagner dans cette renaissance. Parce que c'est exactement ce que nous sommes, une communauté de femmes qui ont choisi de ne plus disparaître.